Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve autour de notre info en 3 actus insolites de la semaine. Et il y a justement des semaines où l'actualité ressemble moins à une suite de faits divers qu'à une série d'énigmes alignées, comme si elles faisaient partie d'un même récit caché. Cette fois-ci, les signes viennent de 3 horizons complètement différents et pourtant, ils semblent se répondre. Au Panama, un homme affirme avoir trouvé une météorite d'où jailliraient des tentacules vivantes, comme si une graine étrangère cherchait à éclore. Pendant que ces images font trembler les réseaux, un chercheur de Londres publie une étude qui ose affirmer l'impensable. La vie sur Terre n'aurait peut-être jamais pu naître seule. Elle aurait pu être délibérément semée, terraformée par une civilisation extraterrestre. Et à l'autre bout du monde, au Kazakhstan, une formation monumentale apparaît dans la roche des montagnes. Une porte de pierre si parfaite qu'elle semble destinée à un passage vers un ailleurs. Tiens, regardez qui est là pour vous dire bonjour. Madame Duchesse, on retourne. 3 actualités, 3 morceaux d'un puzzle qui nous forcent à regarder la Terre autrement. Non plus comme un sanctuaire isolé, mais comme un terrain d'expérimentation. Peut-être même un laboratoire. Mais avant de plonger dans ces 3 actus vraiment étranges, il faut que je vous dise quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres pour moi. Aujourd'hui, mon roman sort enfin sur Amazon. Et je suis entre excitation, inquiétude, enthousiasme et peur parce que vraiment j'y ai mis tout mon cœur et que j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Mais ça y est, cette fois-ci, le sort en est jeté. Allez à Jactaès, c'est fait, c'est en vente et maintenant j'ai plus aucun contrôle. Juste vos appréciations qui j'espère seront positives et je vous dis, ma seule véritable crainte c'est de vous décevoir. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le tome 1 d'une trilogie, voire une tétralogie que j'aimerais rendre participative avec vous. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai expliqué et je vous donnerai peu à peu plus d'informations dans l'onglet communauté de YouTube ou avec des vidéos dédiées. Dans ce volume, on entre dans un monde où le réel commence à se fissurer à travers une théorie qui a marqué mes débuts YouTube. Et ça, je veux vraiment que ce soit clair dans vos esprits quand vous allez commencer la lecture de ce livre. Ma théorie, mes débuts YouTube qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de très chelou, c'était celle autour du show business. Parce que derrière la musique, qui est une porte universelle que nous avons tous franchie, se cachent des symboles, des rituels et des vérités qu'on préfère taire. Et vous le savez aussi, ce livre s'adresse à ma communauté, mais pas que, parce que même si vous n'êtes pas passionné de théories dites conspirationnistes, ce livre reste accessible. La musique est la clé qui permet de rentrer dans l'histoire. Et page après page, cette clé ouvre un passage vers un univers plus vaste, plus inquiétant, où ce que nous croyons être solide se met à trembler. Et si l'industrie de la musique n'était pas seulement faite de stars, de refrains, mais aussi de codes cachés, de rituels et de vérités interdites. C'est par cette fissure que commence mon roman et vous allez voir, c'est là que tout bascule. Et honnêtement, j'aimerais que le plus grand nombre d'entre vous fassiez partie de cette aventure dès le début, parce que vos lectures, vos retours, vos réflexions nourriront la suite. Le lien est en barre de description de cette vidéo pour tous ceux qui seraient intéressés. La version e-Kindle arrive très prochainement, je l'espère, mais en attendant, le livre broché est dispo. Je vais essayer aussi de vous mettre tous les liens possibles sur Amazon en fonction des pays. Je sais que, bon, forcément, la France, il y a, les États-Unis, il y aura, et je sais que j'ai une grosse partie de ma communauté qui est au Canada. Je sais pas exactement comment ça se passe parce que c'est ma première expérience avec Amazon. Donc je vais voir, je vais vous mettre en fonction des pays le maximum de liens que je peux. Sinon, je pense qu'une rapide recherche dans la barre de recherche de Amazon vous fera trouver le livre, hein, Les fissures du réel, et j'ai publié sous mon pseudo de ma chaîne, Ayamazekin. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit ou si vous ne le trouvez pas parce que voilà. Main dans la main, on va avancer dans cette aventure parce que moi aussi, c'est tout nouveau. Il y aura peut-être des erreurs à corriger et je compte sur vous. Mais pour l'heure, restons quand même dans l'esprit des fissures du réel et ouvrons ensemble la première actualité étrange de la semaine. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go et c'est maintenant.
Rentrons tout de suite dans notre actu numéro 1, la météorite aux tentacules. Il y a clairement parfois des images qui semblent surgir d'un film de science-fiction et pourtant elles apparaissent sur l'écran d'un simple téléphone, filmé par un inconnu, partagé par une plateforme saturée de bruit et d'illusions. En effet, à la fin du mois d'août, dans un quartier périphérique du Panama, un homme qui se fait appeler Kin a prétendu avoir découvert dans un cratère incandescent une petite pierre argentée semblable à une météorite. Mais ce qui aurait pu rester une curiosité géologique s'est rapidement transformé en une affaire vertigineuse. La pierre, dit-il, brûlait les feuilles au contact. Et plus inquiétant encore, des excroissances huileuses et tentaculaires en surgissaient, comme si la roche abritait une matrice vivante prête à éclore. Là, vous avez très certainement vu les visuels que je vous ai mis. On dirait pas la maladie des lapins et la maladie des écureuils. Et qui nous dit, parce que moi j'ai fait la connexion, peut-être complètement arbitrairement et ceci n'a rien à voir, mais rappelez-vous ma vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous la mets en lien en barre de description de celle-là, où je parlais de ces énormes tentacules huileuses et noires qui sortaient des lapins et des écureuils. Et là, le gars, il a peut-être trouvé d'où ça venait. Pour l'instant, il est moqué, mais je trouve que quand même cette histoire est on ne peut plus étrange. Je poursuis. Très vite, vous vous en doutez, les vidéos publiées par Kin sur TikTok ont envahi les réseaux sociaux. Certains y ont vu la preuve d'une vie extraterrestre incubée dans un fragment venu du ciel, d'autres n'y ont décelé qu'une supercherie grossière, allant jusqu'à comparer la pierre à une simple pomme de terre recouverte de peinture métallique. Mais la fascination, vous allez le voir, s'est accrue lorsque l'homme a affirmé que le cratère brillait la nuit, que la matière continuait à croître à la lumière et qu'il avait dû enfermer l'échantillon dans un coffre-fort de peur qu'il ne se répande dans sa maison. Comme vous le voyez encore en image, on peut voir une masse noire, visqueuse, aux reflets goudronnés qui se ramifie, s'étire, se contracte. Certains internautes sceptiques y ont reconnu un champignon rare surnommé les doigts du diable, de son vrai nom Clathrus archeri. Mais la texture huileuse, l'absence de pigmentation rouge et la vitesse de croissance décrite par Kin ne correspondent clairement pas à cette espèce. D'autres ont souligné les incohérences. Le cratère semblait avoir été enflammé artificiellement. L'homme manipule la pierre à main nue, sans conséquence, et des allumettes apparaissaient sur certaines images. Autant de détails qui renforcent paradoxalement la dimension complotiste de l'affaire, vous vous en doutez. S'agit-il donc d'un canular maladroit ou au contraire d'une découverte que certains voudraient faire passer pour une farce afin d'en effacer la portée? Encore une fois, moi je lis cette actu avec d'autres actus similaires, avec d'autres formes bizarres noires similaires, et je trouve que tous les efforts qui sont faits pour discréditer les vidéos de ce monsieur, qui sont quand même, vous verrez, allez voir son profil si vous avez TikTok, je trouve qu'il y a une cohérence, que le gars de base il n'a pas voulu faire de buzz, il a aucun intérêt à vouloir absolument mettre cette histoire sur le devant de la scène, à part de passer pour un doux illuminé, et pourtant il s'y tient. Et vous allez voir, il y a une évolution de cette membrane visqueuse qui est assez interloquante, pour ne pas dire autre chose. Car derrière ces images, une question continue de planer comme une ombre. Et si la Terre n'était pas née de processus aléatoires, mais déposée ici, il y a des milliards d'années, par des météorites porteuses de germes cosmiques? Cette théorie, la panspermie, revient sans cesse dans les débats portés par ceux qui voient dans chaque anomalie biologique un indice d'une origine extérieure. La vision de ces tentacules suintant hors d'une roche céleste agit comme une métaphore puissante. La promesse que la vérité de notre existence pourrait être inscrite dans les entrailles mêmes du cosmos, mais aussi la menace que ce qui descend du ciel ne soit pas toujours un cadeau. Kin a supplié ses abonnés de sauvegarder ces vidéos, craignant qu'elles ne disparaissent, affirmant que des personnes l'avaient déjà approché pour lui réclamer l'échantillon au nom de sa sécurité. Une angoisse digne des récits classiques où les témoins d'événements interdits sont rapidement réduits au silence. Et c'est précisément parce que rien n'est confirmé officiellement, ni chute de météorites, ni analyse biologique indépendante, que l'histoire alimente aujourd'hui une polarisation totale entre ceux qui y voient la preuve d'un futur terrifiant
déjà à nos portes et ceux qui n'y discernent qu'un tour de passe-passe viral destiné à générer des millions de vues. Moi, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal avec cette dernière explication qui est récurrente chaque fois que quelque chose gêne ou chaque fois que quelque chose sort un peu trop de l'ordinaire. C'est le buzz, ils veulent le buzz, c'est pour la lumière. Il y a des gens, comme ce monsieur Keane, là, j'ai pas l'impression qu'ils veulent être influenceurs. J'ai pas l'impression que le but de leur vie, c'est de faire des vidéos virales, au risque de se voir plutôt submergés par des colibés et des moqueries. Donc moi, celle-là, cette explication, elle est trop simpliste, je dirais, pour que j'y accorde vraiment un intérêt. Parce que au-delà de la véracité des faits, une chose demeure. Ces vidéos incarnent à la perfection l'ambiguïté de notre époque. Un monde où les frontières entre la science et la croyance, entre la découverte et l'illusion, entre la vérité et la manipulation ne cessent de s'effriter et où la simple apparition d'un fragment de roche argentée suffit à faire vaciller pour un instant notre certitude d'habiter une terre close, rassurante, prévisible et que du coup ça déclenche la haine et la rage et des trolls et des autres esprits obtus. Et c'est quand même dingue que dès qu'on vous sort de vos zones de confort, certains perdent la curiosité, ne serait-ce que de creuser l'info, parce que ça remet trop de choses qui leur permettent de dormir sur leurs deux oreilles en question. Et pourtant, si une simple pierre tombée du ciel peut donner l'illusion d'abriter une créature, alors une question, vous allez le voir, plus vaste surgit. Et si cette scène n'était pas un accident, mais le rappel d'un principe beaucoup plus ancien? Car depuis des décennies, certains scientifiques osent dire que la vie elle-même n'aurait jamais pu naître seul sur Terre, que ce que nous croyons être un miracle biologique pourrait être en fait le résultat d'un projet, d'une terraformation délibérée. Et vous allez le voir, on enchaîne immédiatement avec notre actu numéro 2. La Terre terraformée? Eh oui, et alors le sujet tombe, regardez cet enchaînement, c'est pas moi, c'est les enchaînements des actualités insolites, comme les choses semblent quand même connectées. Et si derrière l'histoire officielle de la vie, derrière la lenteur prétendue de l'évolution chimique et biologique, se cachait un geste volontaire? C'est la question vertigineuse qu'un chercheur de l'Imperial College de Londres, Robert Hindress, vient de relancer dans un article scientifique qui, bien qu'encore non validé par ses pairs, bouleverse déjà les débats. Son hypothèse, les probabilités que la vie ait émergé spontanément à partir d'un simple bouillon prébiotique sont si faibles que l'alternative d'une intervention extraterrestre délibérée doit être considérée comme plausible. Attention, attention, spoiler alerte, quand on parle d'extraterrestre, on veut simplement dire hors Terre, hors notre système terrestre. On ne parle pas systématiquement de petits hommes verts qui seraient venus avec des... avec des petits tubes d'essai, faire des... C'est pas ça, d'accord? On ne dit pas ça. Mais on dit que clairement, l'évolution humaine pourrait être connectée avec quelque chose qui viendrait hors de la Terre. L'argument repose sur des mathématiques glaciales. Selon les calculs de ce chercheur, pour qu'une cellule primitive viable se forme, il faudrait organiser environ 1 milliard de bits d'informations, une complexité équivalente à celle d'un programme informatique sophistiqué. Or, dans les conditions connues de la Terre primitive, les réactions chimiques se dissipent trop vite, l'entropie l'emporte et le temps nécessaire pour qu'un tel assemblage se produise dépasserait de millions de fois l'âge actuel de l'univers. Autrement dit, les dés jetés par le hasard chimique n'auraient jamais pu tomber sur la combinaison gagnante. Encore une fois, ce n'est pas le résultat de mes recherches, je le répète, une fois que j'éteins ma caméra, je n'ai pas un laboratoire secret où moi-même je mène des expériences controversées. Si ça ne vous convient pas, trouvez le chercheur et allez parler au chercheur, d'accord? Face à ce gouffre statistique, Hindress exhume une hypothèse ancienne déjà formulée en 1973 par Francis Crick, le co-découvreur de l'ADN, et le chimiste Leslie Orgel, la panspermie dirigée. Non pas une simple contamination accidentelle par des météorites, mais un projet, vous l'avez compris, bel et bien intentionnel. L'idée qu'une civilisation, quelque part dans la galaxie, aurait choisi de déposer sur Terre des germes de vie, des kits microbiens conçus pour évoluer, se multiplier et transformer une planète hostile en biosphère foisonnante. Et ça, comme je vous le disais, ça a été déjà
et pas par n'importe qui, hein, vous avez vu, ça a déjà été proposé, cette théorie, en 1973. Alors forcément, il y a 50 ans, quand c'est sorti pour la première fois, immédiatement, les bien-pensants ont crié à la science-fiction, au délire complotiste conspirationniste, que ce genre de choses était absolument pas faisable, que ça n'avait pas de sens, qui ferait ça? Sauf que, désolé, mais aujourd'hui, donc quasiment 50 ans après, ça a tout un autre visage, puisque nos propres ambitions de terraformation pour Mars ou pour Vénus rendent cette perspective presque banale. Si nous, à notre niveau d'évolution, on se sent capable de faire ça sur d'autres planètes, qui nous dit que ce n'est pas déjà arrivé? Si nous-mêmes envisageons de modifier des mondes stériles pour y insuffler la vie, pourquoi une autre espèce plus ancienne et plus avancée n'aurait-elle pas fait de même avec la Terre? Le plus troublant, c'est que cette théorie trouve un écho dans les récits les plus archaïques de l'humanité. Les dieux descendus du ciel dans les tablettes sumériennes, des entités façonnant l'homme dans les mythes mésopotamiens, un souffle divin donnant vie à la glaise dans la Genèse biblique. Derrière les fables et les symboles, et on ne le sait que trop sur ma chaîne, certains voient désormais une mémoire voilée. Le souvenir que notre monde aurait été travaillé, ajusté, préparé pour accueillir la biologie. Les implications, vous vous en doutez, sont vertigineuses. Car si notre existence est le fruit d'un projet extérieur, cela signifie que notre planète n'est pas un accident, mais bel et bien un laboratoire. Et il y aurait tellement de choses qui prennent du sens du coup. Que nous sommes peut-être observés comme une expérience dont nous ne connaissons ni l'origine, ni la finalité. Que nos luttes, nos civilisations, nos extinctions même, pourraient n'être que des variables d'un processus surveillé depuis des millénaires. Évidemment, la science orthodoxe oppose la prudence. Invoquer les extraterrestres viole le principe du rasoir d'Occam, alourdit inutilement l'explication. Mais face à l'improbabilité mathématique, face à l'impossibilité du hasard pur, que reste-t-il sinon d'ouvrir la porte à d'autres hypothèses? Et si la Terre donc avait été façonnée, terraformée, préparée pour accueillir la vie, alors il est logique, du coup, ça va de soi, que certains vestiges demeurent. Pas seulement dans nos gènes, mais inscrits dans la matière du monde, comme des balises laissées pour les générations futures. Et parfois, ces balises prennent la forme d'une énigme minérale, une porte monumentale par exemple, taillée au cœur des montagnes du Kazakhstan, qui semble attendre que quelqu'un ose la franchir. Et c'est notre actualité numéro 3. La porte de pierre au Kazakhstan. Au cœur des montagnes du Dzungarian à l'Atahu, dans cette zone reculée où le Kazakhstan frôle la frontière chinoise. Les explorateurs parlent désormais d'une apparition qui ne ressemble pas à un simple accident géologique, mais à un seuil. Une formation de pierre haute de plus de 12 mètres et large d'autant, dont la géométrie a frappé immédiatement ceux qui l'ont filmé par drone. Une demi-lune parfaite, dressée au-dessus du vide, comme l'ébauche d'un arc colossal, comme si la montagne elle-même avait été sculptée pour accueillir une entrée. Les images, comme vous les voyez en photo partagées en ligne, montrent, regardez bien, 2 silhouettes humaines réduites à des fourmis devant l'immensité de cette paroi. Ce qui renforce l'impression que l'on se trouve devant une œuvre destinée à une autre échelle, peut-être même à une autre espèce. Les réseaux se sont aussitôt enflammés. Les comparaisons ont fusé avec les portes mythiques du Seigneur des Anneaux, ou encore avec l'entrée du palais de Jabba dans Star Wars, mais aussi avec des portails ésotériques plus anciens, comme la mystérieuse Aramumuru au Pérou, surnommée la porte des dieux, et tellement encore. La géologie officielle, par la voie scientifique comme Mark Allen, professeur à l'université de Durham, a tenté de dissiper l'enchantement. Forcément, vous le savez, dès que le narratif officiel est en danger, il y a toujours le parfait petit profil du petit scientifique bien propre qui vient à la rescousse du narratif. Non, 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 il s'agit simplement de l'érosion différentielle de couches rocheuses, parce qu'il s'adresse à nous comme si on était des spécialistes en géologie, histoire de bien noyer le poisson, parce que j'ai remarqué ça aussi. Il y a plein de gens, quand ils comprennent pas, j'ai même envie de dire, surtout quand ils comprennent pas, ils disent « Ah ». Bien sûr que c'est l'érosion différentielle, sans même savoir de quoi il s'agit. Mais comme ça sounds scientifique, c'est que ça vaut mieux que de partir dans des délires où ça pourrait être tout à fait autre chose. Et je trouve ça effrayant que les gens se contentent de ne pas comprendre pour avaler tel ou tel argument comme une vérité.
mais je poursuis. Donc il a rassuré vraiment en ces termes tous ceux qui ont commencé à se dire mais c'est quand même drôlement étrange cette ouverture. Rappelant avoir étudié lui-même la région il y a des décennies sans absolument rien y trouver d'inhabituel. Mais cette fois, cette explication ne suffit pas à effacer la gêne que provoque la symétrie presque trop parfaite de la formation, comme si l'ordre naturel avait été détourné pour imiter le geste humain. Le Dzunkaryan Gate, ce corridor stratégique qui relie depuis toujours l'Asie centrale à la Chine, a vu passer des conquérants, des tribus nomades, des civilisations entières. C'est une zone marquée par la guerre et la mémoire, mais aussi par les mythes. Certains l'ont lié à l'Hyperborée légendaire, cette contrée où les hommes vivaient 1000 ans dans une paix éternelle. Or, placer une porte dans ce paysage, c'est comme réactiver ces strates enfouies dans l'imaginaire humain. Une frontière entre mondes, un rappel que les montagnes ne sont pas seulement des blocs de roches, mais des seuils vers l'invisible. Et force est de constater qu'à travers l'histoire, les civilisations ont multiplié ces symboles. Les fausses portes funéraires égyptiennes destinées aux âmes, les mégalithes européens érigés en arc de passage, les temples incas gravés de niches en forme de portail. Partout, vous entendez, partout, l'humanité a traduit son obsession du passage, du franchissement, de la communication avec l'au-delà ou avec l'ailleurs. Que cette formation du Kazakhstan soit l'œuvre du hasard ou le vestige d'une architecture oubliée, elle s'inscrit dans cette continuité et c'est pour cela qu'elle fascine. Elle nous renvoie à la possibilité que certaines portes ne soient pas seulement symboliques, mais bel et bien réelles. Et que c'est pas parce qu'on n'a pas compris et qu'il y a des historiens qu'on dit « Oh, et si ça voulait dire ça, qu'ils avaient essayé de dire ça par ça ?» Tout n'est que théorie. Tout n'est que théorie. Que je sache, il n'y a pas tout un camon qui est venu taper sous l'épaule d'un gars pour lui dire « Écoute, la vérité, c'est qu'on a fait cette porte parce qu'on kiffait l'architecture. On aimait bien les portes. » Moi, j'avais imaginé une maison qu'avec des portes. Non, c'est pas ça. Ce que tu racontes, c'est de la théorie. Et dans le cas de la porte du Kazakhstan, c'est pareil. Même si le gars, il a dit, moi, je pense que c'est l'érosion différentielle. Non, les théories se superposent et ça ne reste que des théories. Alors, est-ce que c'est une entrée vers une base souterraine, reste d'une civilisation effacée, ou un simple mirage géologique? Quoi qu'il en soit, personne ne le sait. Et franchement, moi je sais que les théories se superposent, les théories des narratifs officiels, les théories de ceux qui cherchent et qui continuent de chercher et qui n'oublient aucune piste, mais moi je préfère 1000 fois mieux les hypothèses qui révèlent un désir d'aller plus loin, d'aller derrière la pierre, voir s'il ne se cache pas quelque chose, que des théories qui te disent « c'est ça ». Allez, c'est plié, c'est terminé, c'est un livre rangé sur une étagère et on n'en parle plus. Moi, je préfère 1000 fois, aussi capillotractées peuvent-elles paraître, aussi ubuesques soient-elles, je préfère 1000 fois une théorie qui nous pousse à aller plus loin. Parce que personnellement, quand je vois les photos et quand je vois les illustrations de cette étrangeté de porte, ou appelez ça comme vous voulez, moi, je me dis que c'est comme si la montagne, elle aussi, avait des secrets à livrer et qu'il suffisait d'un seuil pour imaginer qu'il existe un couloir, une salle, un monde que nous n'avons encore jamais exploré. Et c'est cette incertitude, cette oscillation entre nature et artifice qui donne au doorway du Kazakhstan sa puissance. Une invitation à questionner nos certitudes, à confronter la rigidité scientifique aux récits qui depuis toujours nourrissent l'âme humaine. Car ce que l'on voit dans cette ouverture, ce n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est un miroir tendu à notre fascination collective pour les passages interdits, pour les mondes cachés, pour l'idée que quelque part, au sommet d'une montagne balayée par le vent, une porte attend encore d'être franchie. Donc vous l'avez vu, encore aujourd'hui, 3 histoires, 3 lieux, 3 niveaux de lecture. Au Panama, une pierre incandescente qui libère des tentacules visqueux, comme une métaphore brutale d'une semence cosmique qui refuse de rester cachée. À Londres, un chercheur qui ose poser les équations que d'autres n'osent pas affronter, révélant que le hasard pur n'explique pas notre existence et que l'idée d'une terraformation délibérée doit être envisagée. Et dans les montagnes du Kazakhstan, une porte gigantesque, dressée comme un rappel minéral que notre monde pourrait n'être qu'un seuil, une antichambre vers autre chose. Et ça, moi, ça me rassure, parce que ça fait très longtemps que je me dis, c'est pas possible. Soit on est dans un asile à cœur ouvert, soit on est dans un monde de prison, soit on est ici, c'est une étape
vous savez, genre une épreuve pour atteindre une spiritualité, une compréhension avant de pouvoir retourner. Voilà, c'est juste un step dans un plan beaucoup plus grand qui nous échappe. Mais c'est pas normal ce à quoi on assiste. On est d'accord, il y a quelque chose qui va pas sur cette planète. Il y a un truc qui cloche. Pris isolément, chacun de ces récits pourrait être balayé d'un revers de la main, je le conçois. Un canular viral, une spéculation académique, une illusion géologique, et j'en passe, et des meilleurs pour tous les cerveaux bien pensants qui surtout ne veulent pas être bousculés dans leur certitude. Mais ensemble, ils dessinent une continuité troublante, comme si la roche, je le répète, tombait du ciel à la roche sculptée par le temps, en passant par les chiffres froids de la science. Tous nous murmuraient la même chose. La vie sur Terre n'est pas le fruit d'un simple hasard, elle est inscrite dans un projet qui nous dépasse, un récit que nous ne faisons qu'effleurer. La question n'est donc plus de savoir si nous sommes seuls, mais de comprendre quelle est la nature du rôle qui nous a été assigné. Et c'est ça, je pense, qui est important. Sommes-nous les enfants d'une expérience oubliée, les héritiers d'un geste cosmique ou les prisonniers d'un laboratoire invisible ? Une météorite vivante, une équation impossible, une porte dans la montagne, je le répète, autant de fragments qui nous rappellent que notre réalité est fissurée, que le décor craque et que ceux qui observent savent peut-être déjà que nous commençons enfin à entrevoir leur présence. Et vous le savez, je le crois, nous sommes en plein temps des révélations. Et ça, c'est cool, parce que si moi aussi je peux contribuer à éveiller des esprits à la curiosité, parce que je ne dis pas que je détiens toutes les réponses, très très loin s'en faut, mais à la curiosité, à planter la graine de oui, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose d'autre. Arrêtons d'être enfermés dans des boîtes, arrêtons de croire que nous savons tout sur tout, parce qu'il y a 4 scientifiques payés par le système qui nous ont dit que c'était comme ça et que c'était genre inscrit dans le marbre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si moi, grâce à mon livre, Les fissures du réel, je peux justement apporter ma contribution à ce lent mais sûr réveil des consciences, je n'en serai que plus fière. Parce que, je vous le dis, ce livre, il part de ce que certains considèrent comme une théorie conspirationniste, mais je vous promets qu'il va vous emmener très, très loin. Et en plus, ce sera avec votre aide. N'oubliez pas, les liens sont en bas de description de cette vidéo. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien fini. J'ai hâte d'avoir vos réactions. Moi, j'ai trouvé ces 3 sujets fascinants. J'espère qu'ils vous auront plu autant qu'à moi. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, on like, on commente, on partage, on booste. Vous me boostez, c'est dingue. Je suis toujours dans le classement et je vous remercie infiniment pour ça. Les petits nouveaux, abonnez-vous, puisque l'intérêt, c'est d'être fort et que, bien évidemment, plus on est nombreux, plus on est fort. Voilà, cette vidéo pour moi aujourd'hui c'est terminé. On se retrouve dimanche pour nos vidéos du dimanche. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.